Bonsoir. Tout d'abord, toutes nos excuses pour le retard, qui est dû à un sérieux problème technique qui donc nous a empêché pour l'instant de nous connecter. Donc je suis ravi de votre présence. Alors je ne sais pas s'il y a des gens aussi derrière les écrans. Si c'est le cas, je les salue aussi pour cette rencontre consacrée à la dynamique de la bande dessinée. Vous me faites signe en régie si mes interlocuteurs derrière les écrans, puisque cette table ronde est censée se dérouler avec 5 intervenants, dont un à mes côtés, Maouto Assem, que je présenterai un peu plus longuement, et puis 4 autres personnes qui, si elles n'arrivent pas, ça risque de rendre un peu problématique cette rencontre. Juste un petit mot avant qu'on ne commence, avant qu'on ne me dise si c'est possible ou pas de commencer d'ailleurs. Sur les intentions en fait de cette table ronde, initiative dont je remercie évidemment le commissariat aux États généraux du livre en langue française, cette idée de pouvoir donner un petit peu de parole et de visibilité à la bande dessinée, ce qui n'est pas toujours très fréquent, même si, comme ceux qui ont suivi les débats derniers jours ont pu hier, l'ont peut-être noté, la bande dessinée figure parmi les secteurs qui sont aujourd'hui les plus dynamiques, qui connaissent une progression formidable, notamment dans l'espace européen et plus particulièrement franco-belge, avec une progression sur laquelle peut-être on aura l'occasion de revenir. Et puis, si on considère l'espace francophone dans son entier, il y a des dynamiques très fortes qu'on note en Afrique, au Québec, etc. Là encore, sur lesquelles, je l'espère, on pourra revenir. Mais tout ça englobe des variétés en fait, d'activités, des disparités entre les régions de cette vaste francophonie. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir témoigner des pratiques et des activités des uns et des autres. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir commencer, comme je l'aurais souhaité, par donner la parole à l'un des intervenants derrière l'écran. On va peut-être inverser l'ordre de présentation. Je me tourne vers la régie pour avoir des nouvelles, savoir si nos amis... Alors pour en parler, je peux peut-être déjà commencer à présenter in absentia ceux qui devraient nous rejoindre. Donc pour évoquer ces questions autour de la bande dessinée dans l'espace francophone, pardon, j'ai souhaité m'entourer d'un certain nombre d'acteurs extrêmement actifs dans le domaine, à commencer par Maouto Assem, ou Paulin Assem, qui est à la fois auteur et éditeur, responsable d'une structure au Togo qui s'appelle Ago Media, qui est donc une structure éditoriale. Devrait nous rejoindre Luc Boursier, directeur général d'Isneo, qui est une plateforme de diffusion de bande dessinée numérique, enfin une plateforme numérique de diffusion de bande dessinée plutôt. Joël Epé Mandangué, qui est une autrice de bande dessinée, qui signe ses bandes dessinées sous le nom de Aliens, qui par ailleurs est créatrice d'un festival et directrice d'un festival de bande dessinée au Congo qui s'appelle le Billy BD Festival. Et qui nous présentera, je l'espère, la diversité de ses activités, la variété de ses activités. Julien Papelier, président et administrateur délégué des éditions Dupuis et directeur général de Mediatoon, qui est la branche qui exploite sous forme de dessins animés et autres supports les grandes licences en fait, de cet éditeur belge d'origine, les éditions Dupuis. Je dis belge d'origine puisque aujourd'hui tout appartient à un groupe français qui s'appelle Média Participation, qui est le premier groupe en Europe d'édition de bande dessinée. Et puis enfin, on aura, je l'espère, la possibilité ou le plaisir d'entendre Daniel Pellegrino, qui est fondateur d'une maison d'édition suisse qui s'appelle Atrabile, qui est une petite structure qui consacre plutôt, dont le catalogue est plutôt consacré à des bandes dessinées qu'on pourrait qualifier d'auteurs, même si on peut discuter ce terme, mais en tout cas qui incarne ici la dimension roman graphique de cette table ronde, puisque vous aurez lu l'intitulé, donc il est question de bande dessinée, de roman graphique. J'espère qu'on reviendra sur cette distinction qui s'établit entre les deux, qui est parfois, en tout cas à mes yeux, un peu artificielle. Alors, après cette présentation, est-ce que j'ai bon espoir d'avoir quelques intervenants ou pas ?
Alors, ce que je propose, c'est que nous commencions parce que l'idée c'est de présenter les activités des uns et des autres et leurs initiatives. On va faire avec toi, Maoto, qui est ici présent. Je crois que tu as une présentation, un PowerPoint que tu as envoyé. Donc si on peut lancer, on va commencer par Agomedia. Donc maison d'édition au Togo, qui existe depuis combien de temps ? On a commencé officieusement en 2008. Et officieusement. Oui. Et depuis 2013, nos BD sortent assez régulièrement. Je dis qu'on a commencé en 2008 parce que après une résidence d'écriture à Limoges, où on fait du théâtre, moi j'étais allé pour faire Limoges est en France, pour ceux qui ne le sauraient pas. Pour les livres jeunesse, j'avais un projet et là j'ai retrouvé la plupart des BD que je lisais quand j'étais enfant. Et je me suis dit, si ces BD continuent ici, pourquoi est-ce que je ne lancerais pas la dynamique BD au Togo ? Et parallèlement, la même période, quelqu'un de la cité d'Angoulême était passé au Togo pour voir ce qui se passait comme BD. Et ses recommandations étaient, il y a de bons artistes, mais il n'y a pas de bons scénaristes derrière eux. Donc, il a suggéré que des gens qui écrivent déjà pour la jeunesse comme moi, nous associons aux auteurs de BD pour faire des BD. Donc, ça tombait bien parce que c'était la même fièvre qui m'habitait. Et dès 2008, on a commencé et c'est comme ça, on a créé des petits fanzines comme ça. Les super-héros africains. L'ambition était grande, on voulait faire les mangas africains. Mais on a vraiment échoué, comme j'aime bien le dire. Et on a cru que c'était parce que c'était pas en couleur, parce que c'est que le public nous disait, ouais, c'est blanc, noir, c'est pas assez chic pour nous. Donc, on a cru que c'était parce qu'on n'a pas mis les couleurs dedans qu'ils nous ont zappé. Et puis après, on a réessayé le même format avec les couleurs. Les super-héros africains débarquent, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et puis après... Donc ça a été un échec industriel. Oui, on l'a commencé à 2000 exemplaires, on devait montrer à 5000, puis à 10 000. À 10 000 exemplaires, on ferait des bénéfices parce qu'on vendait à perte. Mais il se fait que à 2000, on est tombé à 1000. Avec la version couleur, on est allé à 5000 pour avoir un prix bas, mais ça s'est vendu tellement lentement que bon, c'était pas le truc périodique, mensuel, puis hebdomadaire qu'on voulait faire. Donc, et c'est après on est allé au vrai BD. Est-ce que le PowerPoint est prêt ? On peut lancer la présentation. Comme donc ça, je peux commenter avec le PowerPoint. Voilà. Agomedia, s'il vous plaît. Donc, sur les premières pages que vous allez voir, vous verrez d'abord. Et si quelqu'un peut nous signaler où on en est par rapport aux autres. C'est juste pour éviter d'avoir un ulcère. Ok. Donc en fait, on me dit qu'ils ne sont pas connectés là. Bon, le PowerPoint viendra après. Il viendra après. Donc on peut peut-être parler effectivement de la diversité, puisque Agomedia publie à la fois pour un public, enfin la diversité des publics, puisque tu publies à la fois pour un public, on va dire mature, presque adulte, mais aussi pour le jeune public. Donc tu peux nous indiquer pourquoi ces orientations. 4 à 5 collections. Je viens du monde du livre pour enfants, donc écrit pour les enfants était une priorité. Donc, les premières collections que nous avons lancées, c'est la collection Découverte, puis Petit Griot, qui sont pour les enfants. Petit Griot, c'est comme l'initiation à la bande dessinée. On a des albums jeunesse, mais chaque page est une vignette de BD. Ensuite, on a fait la collection BD Junior, qui est pour les 8 à 12 ans. Et la collection BD Junior, c'est un peu plus de tests, mais il n'y a pas trop d'images et c'est assez censuré, c'est assez épuré. Donc, le style n'est pas compliqué. Et puis, on a quelque chose pour que les artistes puissent se lâcher, qui est l'Afrique en BD. Donc, c'est les collections que nous avons et c'est dans ces collections qu'on publie la plupart de nos BD. Donc, dans ces collections, surtout l'Afrique en BD, on a des ouvrages collectifs où dans un album, il y avait 5 à 6 artistes. Et puis, il y a des choses... Voilà, la présentation qui commence. Et puis, à part les albums collectifs, il y a les albums où c'est juste une histoire qui va du début jusqu'à la fin. Donc, slide suivant, s'il vous plaît.
nous avons... Donc ça, c'est les super-héros africains, les tout premiers qu'on a fait. Ça coûtait 1 € en Afrique, ou un peu moins, on a baissé. Et puis après, Quand tu dis en Afrique, c'est uniquement au Togo ou la diffusion est plus large? C'est au Togo essentiellement. On a essayé la diffusion au Bénin à côté, mais ponctuellement, j'ai essayé quelque chose de très ponctuel au Sénégal. Et ça, c'est la fin des super-héros africains. Donc ça, la collection BD Junior, où il y a une page par histoire de BD. Et après, à part la collection Petit Griot plutôt, ça c'est Petit Griot. Et ça, c'est la collection BD Junior. Le dernier titre, c'est celui qui est un peu plus grand, s'appelle Mon frère Afrotopia. C'est notre dernière bande dessinée. Ça, c'est toi qui es au scénario pour quasiment tous ces livres-là, hein, c'est ça? Surtout BD Junior. Qui rédige les histoires. Hein. BD Junior, c'est moi le scénariste. Pour les autres, c'est plus ouvert. Surtout African BD, les artistes, ils apportent et c'est bien. Mais pour BD Junior, je suis très regardant. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Les produits sont bien... Ah oui, d'accord. Ok. D'accord, merci. Sur quelques slides. Ok. Donc ça, c'est la collection BD Junior. Notre premier livre à Ago Media, c'est Haïti, mon amour. Haïti, mon amour, c'est pour montrer le côté panafricain d'Ago. Ago, c'est pas juste des Togolais qui veulent publier pour les Togolais, mais c'est des Togolais qui veulent raconter l'histoire, et pas seulement Togolais. Donc, on a abordé la thématique d'Haïti, et je dis aux gens, Haïti, c'est un bout du Togo, du Bénin, qui a été implanté quelque part dans l'océan Indien. Ensuite, Mon fâché magicien du fer. C'est la première collaboration avec les archéologues, les ethnologues pour travailler sur l'histoire. Et mon frère Afrotopia. Des archéologues togolais? Non, c'est des archéologues français du CNRS qui sont venus faire des recherches au Togo. Et mon frère Afrotopia, par exemple, c'est le début de ce que j'aimais faire quand je suis venu à la littérature, un bout de science-fiction et que j'ai essayé. On a un peu d'utopie et de dystopie dans cette bande dessinée-là. C'est notre dernière création. Ça, c'est la collection Petit Griot. Elle nous tient à cœur parce que c'est les contes et l'Afrique et les contes. Voilà, globalement, c'est ça. S'il y a des questions, je serai ouvert aux questions. Parce qu'il faut qu'on tienne jusqu'à 17h. Là, Non, je ne serai pas seul. Les autres vont entrer. Comment? Les autres vont entrer. Les autres vont rentrer, oui. Sinon, je peux parler. Je suis un grand bavard, si vous ne savez pas. Mais bon, avant qu'on... Parce qu'on m'a pris la main. Oui, on la garde. Et j'aimerais bien revenir justement sur les conditions de publication de tes ouvrages. Donc, tu évoquais des tirages pour les tout premiers qui n'ont pas réellement marché, qui étaient jusqu'à 10 000 exemplaires. Enfin, en tout cas, l'espoir, c'était d'aller jusqu'à 10 000 exemplaires. Donc là, tu as revu un peu ton approche, si j'ai bien compris. Et donc, comment ça se passe aujourd'hui? Autrement dit, les tirages sont des tirages adaptés au marché qui est celui de Togo. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous dire un mot de l'ampleur de ce marché, de l'étendue de ce marché, qui achète des bandes dessinées au Togo? Est-ce que ce que tu publies est à la portée de toutes les bourses, entre guillemets? Le problème avec nos fanzines, c'était pas que le public ne pouvait pas acheter 10 000 exemplaires. C'était faisable. J'avais travaillé dans d'autres magazines avant où on allait à 5 000 facilement et le nouveau devait aller facilement à 10 000. Le problème, c'était qu'on était pressé. On voulait faire un truc hebdomadaire et le public n'était pas assez rapide. Donc, des 2000, on est retombé à 1000 et je pense que 1000 aurait pu suffire. Mais c'est que le prix de vente... Ah, c'est bien, bonne nouvelle. Nos prix de vente ne permettaient pas d'amortir à 1000 exemplaires. Mais l'approche qui a changé, c'est qu'on a maintenant fait des livres sur lesquels on gagnait. Chaque livre vendu nous rapportait des sous. Donc, on ne vendait plus à perte. Non, on avait des livres où on pouvait donner des marges à des libraires et ça se vendait bien. Donc, on tire souvent 1000 exemplaires pour les livres. Sauf que c'est mieux de tirer 3 fois 1000 exemplaires. Mon frère chez les magiciens du fer, on a tiré 3 fois 1000 exemplaires. Le bon, la boussole corrompue, on a tiré à 5000 exemplaires, mais parce qu'il y a un partenaire derrière. Mais souvent, on tire à 1000 exemplaires et on voit, quand ça s'épuise, on retire 1000 exemplaires encore.
Et donc là, la diffusion, elle se fait. Alors, tu diffuses essentiellement au Togo, ça je l'ai compris, mais aussi à l'extérieur, hein. À l'extérieur, surtout lors des salons de livres ou des foires du livre. Parce que tu n'as pas de diffuseur officiel. Non, pas encore. Et donc, comment ça se passe? C'est toi qui apportes les livres, en fait? Oui, j'ai créé Ago Média, non, Édition Ago, parce que j'avais des ambitions de diffuseur. Mais le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de circuit de diffusion au Togo. C'est pas la peine d'aller ailleurs pour créer des circuits de diffusion si chez soi, on n'a encore rien fait. Donc, c'est pour ça que, pour le moment, l'énergie est consacrée pour diffuser au Togo et dans les salons dans les autres pays. Merci, Maouto. Alors, je vais profiter de la présence de Joël Épée Mandangué qui nous a rejoint et tant qu'elle est là, me tourner vers elle. Donc, j'ai un peu bouleversé, voire radicalement bouleversé lors de passage, mais c'est pas très grave. Bonjour Joël, j'espère que tu vas bien. Tu nous entends? Bonjour, oui, je vous entends. Tu nous très entends. bien. Donc, Joël Je ne sais Épée. pas si vous m'entendez aussi. Si, parfaitement, 5 sur 5. Donc, Joël Épée Mandangué, qui est donc une autrice camerounaise d'origine, qui a longtemps vécu, quelque temps vécu au Congo, où elle a créé un festival de bande dessinée, le Bilili BD Festival, vient de s'installer en Guinée-Conakry. Donc c'est une femme qui aime bouger, comme vous l'avez compris. Et Joël, j'aimerais bien que tu nous expliques, donc Joël a une série qu'elle édite elle-même, et pour ça elle a un peu ouvert la voie en Afrique de l'édition participative. Donc j'aimerais bien que tu commences par nous expliquer cette démarche, et puis que tu nous présentes aussi le festival de bande dessinée. Alors j'ai pas précisé que Joël, mais peut-être va-t-elle le dire, est aussi commissaire d'exposition, et c'est quelqu'un qui m'est très cher, puisqu'on a réalisé cette année, elle est partie, bon. On a réalisé cette année une exposition qui s'appelle Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique, qui est une des premières expositions consacrées à l'Afrique subsaharienne, qui actuellement est présentée à Angoulême et qui ensuite va itinérer. Donc Joël, si tu m'entends encore et si tu peux, je te laisse te présenter et nous expliquer ton travail. Oui, en fait, je vous entends tous très bien. Franchement, je remercie encore tous les partenaires qui rendent possible ce type d'échange, et avec la technologie, la distance, beaucoup de courage à l'équipe technique. Nous ne sommes pas en retard de notre fait. On est un peu en retard. Mais, oui, mais voilà, merci aussi pour la patience à tous ceux qui ont fait preuve de patience pour cet échange. Je vais aller rapidement. S'il te plaît. Oui. Donc là, c'est moi, bébé. Genre, je vais aller rapidement et je commence à ma naissance. Donc, je suis autrice de bande dessinée, passionnée de tout ce qui est dessin animé. Je présente ceci pour vraiment donner le contexte qui pourra servir après à tout type de discussion. C'est-à-dire que de ma petite enfance à nos jours, j'ai été exposée à des bandes dessinées américaines, européennes et japonaises. Et c'est un peu le cas pour plusieurs sur le continent. Et j'ai voulu reproduire ce que je voyais, ce qui m'a poussée à vouloir être autrice de bande dessinée. Et le fait que plusieurs étaient des hommes m'a motivée en tant que femme à dire j'aimerais exister en tant qu'autrice. Et pas seulement faire de la BD, mais exister en tant que femme qui fait de la bande dessinée et qui reste en Afrique, qui reste sur le continent. Donc, je suis camerounaise et j'ai travaillé sur La vie d'Ébène Touta, qui est ma première bande dessinée. Je définis, parce que tout n'est pas forcément super important pour notre échange d'aujourd'hui. La vie d'Ébène Touta, c'est une série que j'ai créée en 2009. Après avoir été gentiment rejetée par plusieurs maisons d'édition, parce que j'ai été à Angoulême, j'ai monté mon projet à l'époque, et je pense que différentes choses effrayaient les éditeurs. Déjà, ils ne savaient pas trop dans quelle catégorie classer ma BD. Ils ne savaient pas trop par rapport au style. Il y a beaucoup de couleurs, mais le ton est beaucoup plus adulte. Alors qu'à la base, quand il y a beaucoup de couleurs, on pense à jeunesse. Donc, on pense soit petite enfance, soit adolescence. On ne met pas autant de couleurs pour des BD avec des sujets
parfois dures ou parfois noires. Donc, ils ne savaient pas dans quelle case la mettre, si c'était de l'humour ou... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et les conseils qui m'avaient été donnés à l'époque, c'était de créer un crowdfunding, de voir s'il y avait une communauté qui pouvait me suivre. Parce qu'en plus, non seulement ma BD n'arrivait pas à être classée à l'époque en termes de style, en termes de contenu, mais aussi je vivais comme maintenant, je restais sur le continent. Donc la question qui se posait, c'était si on publie, s'il faut promouvoir et faire les dédicaces, il faut penser te faire venir. Et maintenant, encore plus qu'avant, faire venir quelqu'un à l'étranger, c'est tout un parcours, quoi. C'est toute une aventure. Donc j'ai fait du crowdfunding et j'ai pu avoir à l'époque 15 000 euros, ce qui m'a permis de sortir 3 000 exemplaires du tome 1 de la vie d'Eben Douta. Il y a quelques chiffres, on pourra peut-être revenir dessus, ça pourra servir pour d'autres sujets. Pour plusieurs, créer un personnage féminin pour une bande dessinée africaine, c'est un risque, parce qu'on se dit, de toute façon, c'est très souvent des héros qui sont mis en avant, donc partir sur une héroïne noire qui n'a pas une grosse poitrine, qui n'a pas de fesses, donc elle n'a pas d'atout distrayant, intéressant, en dehors d'avoir une vie de merde, donc ça semblait un peu particulier. On disait que les hommes n'allaient pas s'intéresser à ma BD, mais comme on le montre comme je le montre dans les statistiques, il y avait déjà plus d'hommes à l'époque, et il y a plus d'hommes qui vis-à-vis d'Eben Douta que de femmes. Là, vous avez les pays d'exposition de ma BD, et actuellement, je suis à 3 tomes. C'est une série qui est écrite sur 6 tomes, plus 1, pas 7, parce que la série se clôture en 6, et le plus 1, c'est une sorte de roman graphique qui aborde le sujet différemment. Et pourquoi est-ce que le dernier tome est sorti en fin 2017, début 2018, et qu'on attend toujours le tome 4? Parce que j'ai créé un festival de bande dessinée qui s'appelle Bilili BD Festival. Et là, vous voyez les dernières affiches, donc de la première à la dernière de l'année dernière. L'affiche de la 6e édition est en production et elle sera révélée en mi-octobre au grand public. C'est un festival qui est vraiment une sorte de hub de compétences, un hub de rencontres pour que les créateurs de bande dessinée, les concepteurs de jeux vidéo, les réalisateurs de films d'animation, les directeurs de festivals, les représentants de centres dédiés à la bande dessinée et tout autre opérateur culturel qui est rattaché à la bande dessinée puissent se rencontrer. Le festival d'Angoulême et la Cité de la bande dessinée d'Angoulême sont un peu de vrais phares pour moi, parce qu'ils permettent à plusieurs de se rencontrer et après d'échanger, de voir ce qui peut être fait ou pas. Donc, le but de mon festival, c'est vraiment du réseautage, parce que les auteurs ne sont pas toujours des démarcheurs, ils ne sont pas toujours des éditeurs, c'est pas leur métier à la base. Sur le continent, on est obligé d'avoir plusieurs casquettes. De toute façon, Poulain, il en parle déjà un peu aussi. On est obligé de développer plusieurs casquettes pour exister, pour être pertinent. Donc, Billy BD Festival, j'ai pris le temps de le créer, de lui donner du corps. Et je suis en partenariat avec l'Institut français du Congo à Brazzaville. Tout récemment avec l'AFD, qui a décidé de donner un coup de pouce et un nouvel essor au festival pour que la 6e édition soit encore plus impactante. Et depuis 2018, avec la Cité internationale de la bande dessinée d'image d'Angoulême, qui me permet d'entrer en contact avec différents profils qui nous proposent des auteurs ou tous ces promoteurs culturels-là qui peuvent donner du boulot aux créateurs sur le continent. Encadrer ceux qui veulent, comme là, Jean-Philippe, il l'a dit, nous avons travaillé sur un projet d'exposition, Koboni, les bandes dessinées d'Afrique. Je vous prie vraiment de rester concentré, parce que si vous décrochez, vous passez à côté d'informations cruciales. Donc, j'ai vraiment, ça fait beaucoup de casquettes, je me rends compte, et très peu de temps pour tout présenter. Mais avec Jean-Philippe Martin, nous avons eu le plaisir déjà de travailler sur 2 expositions. Afropolitan Comics avec l'Institut français de Johannesburg en Afrique du Sud, et Koboni, les bandes dessinées d'Afrique,
qui est en train de clôturer là sa présentation Qui se au termine musée de la dimanche. bande dessinée oui, d'Angoulême, et qui a commencé son itinérance en Allemagne et qui est en train de négocier d'autres points de chute dans le monde. Pour que des gens voient plus de 60 auteurs de bande dessinée. Je sais que les auteurs de Paulin font partie de l'exposition du Togo, mais il y a plusieurs autres pays qui sont représentés, plusieurs langues qui sont représentées en Afrique subsaharienne, le français, l'anglais, le portugais, mais aussi des langues propres au pays, comme le lingala, qui sont des auteurs qui ont écrit en lingala qui sont représentés. Donc là, c'est un extrait de ce qu'on peut trouver dans Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique. Et donc, je crois que j'ai un peu balayé Oui, les oui, tu as casquettes. parfaitement couvert. Tu as juste omis de dire que tu avais une formation d'autrice de bande dessinée en Belgique. Puisque tu as suivi. Non, je le précise parce que tu es en train de t'adresser à la ministre de la Culture de Wallonie-Bruxelles, tu ne le savais pas. Et donc Joël Épée a... Quel impair, quel impair, quel impair. Je suis un pur produit belge, j'ai fait Saint-Luc pendant 3 ans. Oui, effectivement. J'ai eu la possibilité et le privilège de faire Saint-Luc. Juste entre parenthèses, c'est toujours assez émotionnel pour moi d'en parler parce que à l'époque, l'ambassade de Belgique ne voulait pas me donner de visa, puisqu'on va parler des problématiques, il y a plusieurs types de problèmes. Donc l'ambassade de Belgique ne voulait pas me donner de visa parce qu'ils trouvaient assez impossible et improbable qu'une jeune fille qui a tous ses esprits veuille faire de la bande dessinée à métier et demande un visa pour aller étudier à Saint-Luc. Donc j'avais raté le concours d'entrée à Saint-Luc à l'époque pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Saint-Luc a écrit à l'ambassade en disant « Ce n'est pas grave si elle a raté le concours d'entrée, nous voulons la recevoir en entretien, donc octroyez-lui le visa pour qu'elle puisse venir en entretien. » C'est comme ça que je suis entrée en Belgique et que j'ai pu faire 3 ans d'études et sortir avec un graduat en art graphique visuel et de l'espace. Donc j'ai été vraiment équipée, après aussi une formation en lettres à l'université de Rio Cameroun. Enfin, la formation en lettres c'était avant, la BD c'était ensuite, ce qui fait que j'ai eu tous les outils pour pouvoir être autrice de bande dessinée en premier et pouvoir réfléchir plus tard à créer un festival de bande dessinée, à explorer la piste de commissaire d'exposition. Tout cela pour permettre aux auteurs de gagner en visibilité. D'autres auteurs ne pourraient pas toujours être au carrefour de ce type d'opportunité-là, au bon endroit, au bon moment, pour faciliter les choses pour ceux qui sont sur le continent. Est-ce qu'on peut dire que tu as ouvert la voie aussi à des autrices parce que quand on observe la réalité des auteurs de bande dessinée en Afrique, on se rend compte que aujourd'hui, il y a encore très peu de femmes qui font de la bande dessinée. Est-ce que tu représentes, tu symbolises pour certaines créatrices une perspective dans le domaine de la bande dessinée? La question vaut aussi, pour Paulin, si du côté du Togo aussi, il y a des autrices qui commencent à émerger et à dessiner, que éventuellement d'ailleurs tu vas éditer ou que tu éditerais. Alors, ce qui se passe, c'est que à la base, il y avait des autrices il y avait des dames qui faisaient de la bande dessinée au Cameroun. Une qui s'appelle Michel Esso et une qui s'appelle Michel Ebonguet et une autre qui s'appelle Joël Esso. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom de jeune fille, c'est Joël Ebonguet. Donc, je suis l'enfant de la prophétie au Cameroun. C'est-à-dire que Michel Ebonguet, elle a arrêté de faire de la BD pour plusieurs raisons. Joël Esso n'est pas seulement autrice de bande dessinée, elle fait de la musique, elle fait de l'illustration, elle a vraiment plusieurs casquettes. Et ce sont des femmes, quand j'ai su qu'elles existaient, je me suis dit, je vais continuer parce qu'il y a un grand décalage, il y a un grand écart d'âge et elle n'était plus sur le territoire camerounais à l'époque. Et le fait de m'accrocher et de faire la vie d'Eben Douta a poussé la création. Je n'aimerais pas être trop prétentieuse en disant que j'ai ouvert la voie, ce qui a
tellement d'autres autrices qui ne sont pas forcément africaines, qui nous ont stimulés, qui nous ont encouragés. Je pense à Barbara Canepa, je pense à Claire Wendling. Il y a des autrices qui font un travail magnifique, qui nous stimulent sur le continent grâce à Internet. On voit leur boulot. Il y a Daniela Uli aussi, il me semble. Et là, je parlais d'autrices du continent. Hein. Mais sur le continent, il y en a il y en avait presque pas au moment de ma naissance en tant qu'autrice. Et depuis que j'ai fait ce crowdfunding et que je suis restée sur le continent, ça a challengé dans les deux sens, c'est-à-dire le genre masculin comme féminin, les auteurs à créer. Et au niveau des autrices, il y a vraiment eu une éclosion de jeunes autrices. C'est pour ça que je suis restée sur ma slide sur Billy BD Festival Invité 2020. Parmi les visages que vous voyez, il y a, vous distinguez peut-être ou pas forcément, une jeune fille dans une baignoire, qui fait une BD qui s'appelle Madine. L'autrice s'appelle Pam Chan et c'est un pur produit. Très grand talent, absolument. Un très très grand talent. Une jeune fille qui dessinait dans sa chambre, qui est passionnée de manga. Et quand elle a vu que, tiens, il y a la vie d'Ebn Douta qui existe, elle m'a contactée. Elle m'a montré son boulot, je suis tombée amoureuse de son boulot et c'est très souvent comme ça que ça se passe avec plusieurs autrices. Je peux en citer quelques-unes qui, grâce à la vie d'Ebn Douta, sont entrées en contact avec moi et après on fait leur chemin et on peut attester que ce qu'elles font, c'est vraiment magnifique. Il y a Reine Diboussi avec sa BD Mulatako, Annie Kamgang, donc Reine Diboussi, c'est l'afro-fantasy, avec Mulatako. Donc c'est une Camerounaise. Oui, là je suis vraiment tu parles des Camerounaises. Oui. Oui, en termes d'essor. Après, il y a eu d'autres profils, mais je ne monopoliserai pas forcément la parole. Donc, il y a Annie Kamgan aussi qui fait de la BD politique. Pam Chan qui fait des tranches de vie, mais elle a une très forte influence manga, donc elle a su absorber cela pour raconter des romances tragiques ou dramatiques. Et pourquoi je précise ce qu'elles font, c'est parce que chacune occupe, on s'est retrouvés à occuper naturellement un couloir. Il n'y a pas deux personnes qui font le même style, et ça renforce l'idée que j'essaye toujours de partager avec les gens, parce que très souvent sur le continent, beaucoup veulent être le RG, le Stan Lee du continent, la personne qu'on voit, la personne qui occupe toute la place dans le domaine de la bande dessinée, mais on a des librairies à remplir, on a des rayons, on a des catégories, on a des cases à cocher, et là, avec cet échantillon de femmes, puis il y a Melvina du Burkina Faso, il y a d'autres autrices que j'ai pu rencontrer plus tard, Anjalé qui est de la Réunion, ce n'est pas l'Afrique, mais géographiquement on se comprend très bien au niveau géographique, elle est basée en France maintenant, mais voilà, on a toute une génération d'autrices qui occupent des niches différentes, qui attaquent la littérature jeunesse, qui fait des choses magnifiques. Donc je peux dire que j'ai contribué, peut-être pas ouvert la voie, ce serait trop prétentieux, mais il y a eu un regain de courage de se dire je peux rester dans mon pays d'origine et ne pas être limité par les problématiques de mon pays d'origine. Merci Joël. Je vais tout de suite, parce que je vois que Daniel Pellegrino est en train de frapper à la porte, l'inviter à nous rejoindre, qu'il nous présente les éditions Atrabile. Donc là, on revient sur le continent européen avec les éditions Atrabile, donc qui est une maison d'édition suisse. Alors, il était là tout à l'heure. Est-ce que on l'aurait perdu ? Je me tourne vers nos amis. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on me voit ? Alors, on vous entend, ce qui est déjà une bonne chose. C'est pas mal. Ce qui est une prouesse technique déjà. Non, c'est bon, on vous voit, absolument. Bonjour Daniel. Bonjour. Ravi enfin de vous voir. Alors, sans trop attendre, sans plus attendre, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de nous présenter
les éditions Atrabile, comment tout cela est né, ce que c'est qu'Atrabile aujourd'hui. Peut-être revenir aussi sur l'appellation de roman graphique. Dans le petit message que vous m'avez envoyé avant la table ronde, vous avez indiqué que vous faisiez de la bande dessinée d'auteur, ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique. Donc si, après la présentation d'Atrabile, vous pouvez revenir sur ce distinguo que vous établissez, j'en serais ravi. Ok, alors en 2 mots, Atrabile, c'est une maison d'édition suisse, on est basé à Genève. L'année prochaine, on fête nos 25 ans. Genève, c'est, peut-être pas tout le monde le sait, donc ça vaut la peine de le répéter, c'est le berceau de la bande dessinée, puisque Rodolphe Stoffer, qui aurait créé la bande dessinée, qui a créé la bande dessinée, quand on fait, était né avec Genève. Donc on a toujours ce rapport historique avec la bande dessinée très fort. Et puis, nous, on a créé Atrabile il y a 25 ans, simplement parce qu'on était entouré de dessinateurs de bande dessinée qui, à l'époque, n'avaient aucun support pour être publiés. Donc, ils devaient s'exiler. C'était une époque assez folle où il n'y avait pas encore Internet. Et du coup, pour être publié, il fallait prendre son petit carton, prendre le train, aller voir les éditeurs de Bruxelles, les éditeurs de Paris. Et nous, on trouvait ça dommage. Donc, on a monté Atrabile pour vraiment soutenir la scène locale, en fait. Et puis, de fil en aiguille, assez rapidement, on a fait des rencontres. On s'est rendu compte que peut-être que le boulot n'était pas si mal, que les auteurs étaient contents d'être chez nous. Et puis, de fil en aiguille, on est devenu une maison d'édition à part entière. On a toujours un socle comme ça, très genevois, très suisse. Mais on publie désormais des gens du monde entier, on dit. Voilà. Pour une rapide présentation, on est classé dans les éditeurs indépendants ou alternatifs, donc on est plutôt un éditeur qui aime bien la bande dessinée, on va dire, un peu différente, qui sort des canons. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé par rapport à il y a 25 ans quand on a créé Atrabile, où je pense on était face à une bande dessinée qui était peut-être un peu plus formatée. Aujourd'hui, elle est un peu moins, donc on est peut-être un peu moins alternatif, même si on aime bien chercher la petite bête et repousser un peu les limites. Elle l'est un peu moins grâce au travail que vous avez fourni, si je puis dire. Vous et quelques autres éditeurs, je pense à l'association Go Comics, etc., qui étaient sur les mêmes approches, ou pratiquement que vous, et qui ont effectivement modifié, contribué à élargir le spectre de l'édition de la bande dessinée dans l'espace francophone européen. Peut-être. Je ne me rends pas compte de l'influence qu'on a pu avoir, mais je pense qu'on a participé à un mouvement assez large, effectivement, qui avait envie d'une autre bande dessinée, qui avait envie de lire et de créer une autre bande dessinée. Et puis, dans le petit mot que je vous ai adressé, je crois que je disais qu'on publiait de la bande dessinée dite d'auteur, qu'on appelait désormais le roman graphique. Absolument. En fait, oui. Je ne fais pas de différence. La différence, le terme, il s'est imposé à nous, j'ai envie de dire malgré nous, ou grâce à nous, c'est un drôle de mélange. Je pense qu'un temps, des auteurs, des éditeurs, Will Eisner, par exemple, un des premiers à utiliser le mot graphic novel, graphic novel pour se différencier du comics, qui était très formaté. Vraiment, les Américains, ils avaient une bande dessinée qui était très formatée. On connaît la bande dessinée de super-héros qui était très formatée dans ses sujets et aussi dans son objet, c'était de petits leaflets, là, de petits comics de 32 pages, un petit. Lui, il avait envie de plus que ça, donc il a employé ce terme. C'était peut-être pas le premier, mais je pense que c'était un des premiers à le populariser, le terme de graphic novel. Depuis 15 ans, il y avait une appellation très ancienne, en fait, du roman graphique. Très ancienne, exactement, ouais. Qu'il a reprise. On a la paternité, je pense que c'est lui qui l'a popularisé. Exactement, oui. Avec un ouvrage qui s'appelle Un contrat avec Dieu, Contract with God. Exactement. Et puis cette appellation a été un peu remise au bout du jour il y a 15-20 ans, je pense, entre autres à cause des formats, des nouveaux formats, on va dire, que les petits éditeurs comme Atrabile et ceux que vous avez cités, l'association et compagnie, ont remis en avant, c'est-à-dire des formats moins formatés, c'est-à-dire on n'est plus dans 48 pages cartonnés de couleur, A4, cartonnés et tout, mais tout d'un coup, c'était des livres qui ressemblaient un peu plus à des romans, format plus petit, pagination plus grande, noir et blanc, aussi peut-être dans les sujets, des sujets sociaux, des sujets intimes.
ça ramenait un peu la bande dessinée du côté du roman, d'un certain roman. Du coup, je pense la presse, les journalistes, les critiques, mais aussi peut-être les libraires, et partout, s'est emparé de ce terme de roman graphique. Pour moi, on fait de la bande dessinée. Oui, on est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fourre-tout qui regroupe beaucoup de choses. Je comprends, il y a des gens, j'en discute beaucoup avec des gens plus jeunes quand je fais des interventions dans les écoles d'art. Pour eux, ils viennent vers nous en disant, nous, on veut faire du roman graphique. Quoi. Ils ont peut-être pas. Pour eux, la BD, c'est très péjoratif, c'est le pigment, c'est la bande dessinée commerciale, c'est le gag et tout ça. Le roman graphique, c'est plus noble, c'est plus artistique. Moi, j'ai peur que ce mot devienne quelque chose d'un peu snob. Moi, j'aime la bande dessinée, j'aime la forme bande dessinée, j'aime des choses. Je lis les choses, je me suis nourri de choses qui ne sont pas du tout à ce qu'il y a pas du tout dit. Je l'assume complètement. Et aujourd'hui, je n'aurais pas du tout envie d'une bande dessinée monocolore qui se ressemble de A à Z, qui soit uniquement celle qu'on publie. Je pense que, moi, je crois à ce qu'on appelle la biodiversité. Je pense qu'il y a plein de forces qui traversent la bande dessinée et le monde de l'édition. Alors, des fois, il y a des forces dominantes qui sont un peu dures. Il y a peut-être, je préfère sans doute un peu l'artisanat à l'industrie. Mais tout ça pour dire que le terme roman graphique, je m'en méfie un peu. Je trouve que c'est souvent quelque chose. On entend des fois des journalistes, je m'en souviens d'avoir entendu ça sur certaines chaînes de radio françaises, des journalistes se reprendre, dire je vais vous parler d'une bande dessinée. Pardon, d'un roman graphique. Il y avait une honte à parler de bande dessinée. C'est le distinguo qui est appelé Télérama, par exemple, pour distinguer, et puis donc ne pas avoir à rougir d'éditer de publier de la bande dessinée, parce que c'est du roman graphique et pas de la bande dessinée, et pas de la BD. Ouais. C'est vrai qu'il y a un snobisme là qui se fait jour depuis quelques années et qui distingue les deux. Moi, je m'interroge, puisqu'on est dans un colloque qui évoque la question de la diffusion des livres en langue française dans l'espace francophone, sur la diffusion d'ouvrages, de vos ouvrages. Donc en Suisse, ça on a bien compris, mais jusqu'où allez-vous dans l'espace francophone? Jusqu'où êtes-vous diffusé? Et même, est-ce que vous établissez des collaborations avec d'autres éditeurs dans d'autres pays sur des ouvrages que vous pourriez publier ensemble? Alors, nous, on appartient en fait à la francophonie, je crois, parce qu'à la Suisse. Il n'y a pas d'ouvrage traduit en tant que Genevois, le territoire dans lequel j'habite est entouré par la France. Le nord, au sud, à l'ouest, c'est la France. Donc on est culturellement et géographiquement entouré par la France. Et nous, toujours, on s'est dirigé vers la francophonie. On n'a jamais fait de différence entre la France et la Suisse. On n'est pas du tout un éditeur régionaliste. Et c'est intéressant parce que autant je sais que mes collègues dans la littérature souffrent parfois une forme aussi là de snobisme de la part de la France quand mes collègues éditeurs viennent présenter de la littérature suisse. C'est un peu compliqué en librairie française. Pas toujours, je vais pas faire, c'est une généralité, c'est peut-être pas écrit, c'est pas toujours vrai. Mais voilà. La bande dessinée, on n'en a jamais souffert. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on est en Suisse, ne savent pas que les auteurs qu'on publie, Frédéric Potter, Alex Baladi, viennent de Suisse, sont des auteurs suisses. Donc, pour nous, on publie en français, on publie sur un territoire francophone. On a toujours eu un très bon écho en France, bien meilleur même, je dirais, qu'en Suisse. Nos livres, on les trouve aussi en Belgique, on les trouve au Québec. Donc, des collaborations avec des éditeurs français, on en a très régulièrement, mais pas dans des projets éditoriaux. On en a simplement parce qu'on a monté un syndicat, qui s'appelle le syndicat des éditeurs alternatifs, dans lequel on partage nos connaissances, nos envies, et puis aussi, c'est un petit peu une forme de... Ce syndicat, vous parlez du SEA, du syndicat le SEA, exactement, des éditeurs alternatifs. Donc je ne savais pas qu'il y avait des éditeurs étrangers à la France qui appartenaient à ce syndicat. Alors, il y a des éditeurs étrangers à la France, il y a nous qui sommes suisses, il y a des éditeurs belges, il y a des éditeurs québécois. D'accord. Il y a Pastel, par exemple, du Québec. La 5e couche en Belgique fait partie du SEA, etc. L'employé du mois de Belgique. Donc, je viens d'apprendre quelque chose. Donc et voilà.
Alors, on me fait signe, à grand renfort de gestes, que malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête. Donc, je suis un peu désolé parce que c'est assez frustrant, mais la ministre de la Culture, c'est ça, hein, est arrivée. Il y a une cérémonie qui doit commencer, donc toutes affaires cessantes, il faut qu'on interrompe les activités. Je suis un peu désolé qu'on ait commencé aussi tard et que malheureusement on n'ait pas pu entendre tous nos invités. Je ne sais pas si les autres ont patienté ou sont partis. Enfin bon, vous m'expliquerez, vous me raconterez. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont patienté et ont pris la parole et l'ont fort bien fait. J'espère qu'on pourra rééditer un rendez-vous comme celui-ci et puis avoir le temps de pouvoir évoquer la diversité de vos pratiques et tout le travail que vous faites en faveur de la bande dessinée depuis maintenant plusieurs années. Et donc je remercie tous les auditeurs ici à Tunis et ceux derrière les écrans. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.